Bonjour et bienvenue dans Small Talk, l'émission où on discute avec des gens intéressants. Nous recevrons dans chaque émission 2 personnes différentes qui nous parleront de leurs envies, leurs passions et leurs projets. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Sébastien. Bonjour Ève. Nous recevons aujourd'hui Charlotte Francesia. Bonjour. Bonjour Charlotte. Charlotte, avec toi on va parler biodiversité, écologie, place des femmes dans la science, conférences, Antarctique peut-être, je ne sais pas, je balance plein de mots-clés, je te laisse les prendre et en faire ce que tu veux. Ah, faut que je fasse un poème avec tout ça, c'est ça? Oui, okay, ah oui, nickel. C'est pas du tout ce que je fais. Peut-être 2 mots, oui, en fait, sur ce que je fais dans la vie. Alors, je dors beaucoup, j'aime bien. Enfin, je dormais beaucoup jusqu'à ce que je sois maman. Mais sinon, sinon, je suis chercheuse en écologie. Et en gros, mon travail, c'est de travailler sur l'impact des activités humaines sur les oiseaux migrateurs. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu où ils vont, combien il y en a, quelles sont les menaces qui pèsent sur ces oiseaux-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver, limiter la casse. Voilà. Et à côté de ça, je suis très engagée en effet pour qu'il y ait plus de femmes en sciences ou dans les postes décisionnels. Donc, selon où va la discussion. Et justement par rapport à ça, la place des femmes dans la science, on en est où? On part de loin. Est-ce que ça avance? On part de loin. Il y a du mieux. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, c'est vrai que quand on regarde il y a 100 ans, c'est pas si loin. Clairement, oui, il y a beaucoup plus de femmes en sciences. Après, on est encore loin de l'égalité, la parité. Et surtout, le problème, c'est qu'on sait les freins qui stoppent les femmes pour aller vers ces postes décisionnaires ou ces postes scientifiques. Et malheureusement, on a encore du mal à les lever. Et ça, ils viennent à différents stades de la vie d'une femme, mais ça commence très très jeune. Finalement, on n'a pas beaucoup, quand on est jeune fille, l'occasion d'avoir des modèles où on voit des femmes scientifiques, ou même dans les dessins animés, tout ça, ça commence un petit peu à arriver. Dans les activités qui vont être proposées aux filles, les Lego à construire, Lego technique, ou je sais pas quoi, ça peut se proposer aux garçons, enfin, plein de choses comme ça qui font qu'en fait, on va être moins habitué à aller vers soit des jeux de construction, réfléchir à... Ouais, vraiment un côté scientifique aussi. Et donc, moins proposer et moins voir, ça fait que les jeunes filles, déjà, elles vont pas se projeter. Si on voit pas des gens qui font quelque chose, on sait pas qu'on peut le faire. Donc, ça commence assez jeune. Et après, plus tard, ça va être stoppé parce que soit, justement, on devient maman et en fait, la recherche, ça demande souvent d'aller faire ce qu'on appelle les post-doctorats. C'est des petits contrats après la thèse à différents endroits sur la planète, c'est pas toujours facile, malheureusement, quand on veut être mère, et de conjuguer les deux, exactement. Mais ça va être aussi être confronté dans un laboratoire où il n'y a pas une bienveillance, ça va être confronté à des petites remarques, ça va être peut-être moins mis en avant pour des prises de parole, ça va être... Voilà. Donc il y a peut-être plein... On imagine qu'il y a un tuyau avec plein d'eau et en fait c'est percé un petit peu partout et on perd des femmes tout au long de voilà, le leaky pipeline en anglais ils appellent ça. Et le but notamment avec l'association Femmes et Sciences, c'est d'essayer d'aller agir à tous ces niveaux-là. Donc d'aller intervenir dans des écoles, mais on n'est même pas obligé auprès des jeunes de parler d'égalité homme-femme. En fait, moi j'y vais la semaine prochaine par exemple pour la journée internationale des filles et des femmes en sciences. Je vais dans une classe de CM1, CM2 et je présente ce que je fais. Comment on suit les oiseaux, j'arrive à mettre des petits GPS quand même sur des oiseaux et depuis mon ordinateur je les suis, etc. etc. Et en fait, ils trouvent ça super chouette en général.
Et 2, ils ont vu une femme scientifique. Il n'y a pas besoin que j'explique, en fait, il faut des femmes, blablabla, blablabla. Oui, il n'y a pas besoin Y a d'entrer pas besoin en de ça. comparaison avec les hommes forcément, mais juste montrer que ça existe en fait. Bah, c'est ça. Du coup, les filles, elles le voient, elles en ont rencontré une. Et les garçons, bah, c'est normal aussi, il y a une fille qui fait de la science. Donc, après, quand on avance un petit peu dans les âges, là, je vais plus faire des conférences ou expliquer justement les inégalités, qu'est-ce qui crée ces inégalités, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et l'association Femmes et Sciences fait aussi du mentorat sur Montpellier auprès des doctorantes. Donc avoir une personne qui va être là tout le long de leur thèse, ou pendant 1 an, ça dépend, pour essayer de les accompagner et faire en sorte que les barrières soient levées et donc qu'elles puissent bien mener leur doctorat, avoir les contacts qu'il faut pour aller faire des post-doctorats, etc. Ça, c'est une très bonne chose. On relaiera, s'il y a un lien ou quelque chose, on relaiera ça. Parce que je sais pas si tout le monde le sait. Tu vois. Ouais, non, en effet, je pourrais envoyer les informations. Donc, c'est vrai que c'est une association nationale, Femmes et Sciences, et l'antenne à Montpellier est très active. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Et moi, tu parlais de mettre des GPS sur les oiseaux. C'est vrai que je quitte un peu le côté femme dans la science, mais on pourra y revenir. Mais du coup, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu fais ça? J'attache mon portable à l'oiseau. C'est ça. Et je vois s'il arrive encore à s'envoler. Et non, mais oui, pour capturer, capturer un oiseau déjà, pour pouvoir l'équiper, c'est pas évident. Bon, déjà, c'est très très encadré. Hein. On n'a pas le droit de capturer des oiseaux comme ça. Hein. C'est encadré par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc, moi, je suis bagueuse d'oiseaux, donc je peux capturer des oiseaux, mettre ce qu'on appelle des bagues. Alors en fait, à leur patte, ils ont comme une bague, mais à la patte, avec un numéro individuel. Donc, que ce numéro pour cette espèce d'oiseau, il n'y a que cet individu qui l'a, ce qui fait que s'il est recapturé ou retrouvé mort quelque part, etc., on sait qui c'est. Oui. C'est leur carte d'identité un petit peu. Et avant d'ailleurs, c'était que des bagages qui étaient utilisés pour suivre les oiseaux. Donc on pouvait baguer avec des bagues avec des couleurs qui étaient visibles de loin par les ornithos, avec les jumelles, donc ornithologues, les gens qui suivent les oiseaux, qui aiment. Voilà, les ornithorynques. Voilà, non, rien à voir. Ça, non. Donc avant, c'était vraiment que par les bagues. Donc il fallait beaucoup d'observateurs et puis et on a des millions de données comme ça à travers le monde où on a des trajets d'oiseaux qui ont été vus à un endroit, revus à un autre et c'était comme ça que la migration a été aussi étudiée. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, on a des GPS. Moi j'ai des GPS qui ont 1 gramme. Le GPS fait 1 gramme. Donc on peut équiper dans ces cas-là des oiseaux beaucoup plus petits. Avant, avec les GPS, on suivait des cerfs, des chevreuils, parce que le matériel pouvait être plus gros. Chez les oiseaux, c'est relativement récent, je dirais 15 ans, que ça se développe vraiment, et depuis c'est exponentiel. Et là, moi, je peux équiper des oiseaux avec des GPS de 1 gramme. Et ce qui est super, c'est qu'après, on les a vus, on les capture, et après, depuis l'ordinateur, moi, clairement, c'est mes débuts de journée. D'abord, on sent les oiseaux. Ils sont. Ok, c'est bon. Ils sont tous là, tu les recomptes. Mais c'est incroyable de se dire... par exemple, je travaille sur un oiseau qui s'appelle le courlis-corlieu, qui traverse en fait la France, ça lui sert de halte migratoire. Il ne niche pas chez nous, et il ne passe pas l'hiver chez nous. Mais il s'arrête chez nous en chemin, à l'aller et au retour, pour se reposer, manger, etc., sur les côtes. Et c'est fou de se dire, on a capturé cet oiseau, on l'a vu, et en fait, là, il est en Islande, et puis après, quelques mois plus tard, il est en Guinée-Bissau, et j'adore. C'est clair, tu voyages, à travers eux, tu voyages aussi. Ah oui, après, je zoome avec Google Earth pendant des heures, et après, je me dis, j'ai mes mails, j'ai une réunion, voilà. Donc les collègues vont savoir pourquoi parfois je suis en retard. C'est à cause des oiseaux. Bien sûr. C'est le travail. C'est le travail. Et du coup, tu es souvent sur le terrain alors Alors, l'image que j'avais en tant que chercheuse en écologie, c'était ça. C'était le terrain, dehors. Ouais. En fait, non, je suis quand même beaucoup derrière un ordinateur. Non, c'est la grande partie de mon temps. Je fais ce qu'on appelle de la dynamique de population. Donc, c'est des modèles pour essayer de comprendre pourquoi les populations augmentent ou baissent. Essayer d'estimer ce qu'on appelle les paramètres démographiques. Donc, la survie de l'oiseau, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle a baissé, est-ce que c'est sa productivité, donc le nombre de poussins qui sont arrivés, qui ont baissé, etc. Donc comprendre un peu ces facteurs-là. Donc c'est des stats et de la modélisation finalement.
pas mal de mails, comme partout, et des rapports. Donc en fait, une grande partie de mon temps, finalement, c'est 2 ans. D'accord. Et quand tu pars en mission, tu pars où? Alors, la plupart de mes programmes sont en France, à la réserve de Chanteloup, en Vendée notamment, dans le Val-de-Saône, donc au nord de Lyon, Mâcon, etc., où on suit des espèces, de limicoles. Moi, je travaille sur les limicoles, c'est des oiseaux particuliers qui... Oh, ça va être dur à décrire. Mais si je voulais vous décrire 2 des oiseaux qu'on étudie, donc le courlis corlieux et le courlis cendré qu'on étudie, c'est des oiseaux à très long bec, courbés, à longues pattes. Il faut vraiment que vous tapiez sur Google. On tape sur Google pour voir à quoi ça ressemble, parce que finalement, on n'a pas souvent l'occasion de les observer. Vous avez vu la description, oui, effectivement, ça a l'air... Ça me dit rien. Mais sur une espèce de... Non, mais ça dit rien à beaucoup de monde, et en fait, pour les personnes qui habitent près d'endroits où finalement le courlis cendré se reproduit, ce qui est rigolo, c'est que quand on monte les photos, la plupart du temps, elles n'ont jamais vu, et quand on fait écouter le chant ou le cri, ils disent « Ah mais, en fait, je l'ai déjà entendu ouais. !» C'est qu'ils vivent à proximité des lieux de reproduction du courlis cendré, donc c'est rigolo. De voir les connexions finalement qui sont faites avec la nature, qui passent pas que par la vue. Ouais. On est moins attentif à d'autres sens, mais au final c'est important aussi, ça fait partie de notre quotidien. Oui, mais ça devient un fond sonore, une ambiance en fait, donc tu fais moins attention, je pense. Exactement. Et puis, il y a aussi ce problème de déconnexion un petit peu à la nature. On vit beaucoup en ville, ouais. Et même en ville, quand on va dehors, est-ce qu'on est attentif de la même manière ? Il y a quand même moins de temps, juste observation et profiter de la nature, qui explique une partie, je m'évade un peu, mais une partie aussi de la difficulté qu'on a à faire face à la crise écologique. C'est le fait qu'on n'est pas plus autant attaché, on n'a plus ce lien-là à la nature, qui est en fait primordial pour se sentir investi et vouloir conserver tout ça. Oui, parce que ça peut paraître loin pour des gens de la ville, enfin des gens dans des villes, parce que la partie nature. Oui. C'est autre chose, c'est une image de carte postale parfois. Bah c'est ça va être les vacances, ouais. À la mer, à la montagne, voire on fait des randos l'été ou quelque chose comme ça. Ou ça va être dans un autre pays. La biodiversité, c'est les lions, il y a aussi ça dans les parties, voilà. Alors qu'en fait la biodiversité, on a la chance quand même d'être entouré à Montpellier d'une garrigue, de milieux, de zones humides, etc. où c'est splendide, la biodiversité, il y en a, oui. Et en parlant de lieux comme ça, de biodiversité, l'Antarctique. L'Antarctique. Pourquoi, comment ? Alors, le lien garrigue-antarctique. Il est loin. Ouais, je l'ai pas. Mais je l'ai pas non plus, mais je me suis dit, tiens. D'accord. C'est le lien lieu d'observation. Nature, c'est le mot-clé, voilà. Ouais. C'est bon, je suis sauvé. Oui, alors l'Antarctique, en effet, j'ai eu la chance d'y aller en novembre dernier, dans le cadre d'un programme international qui s'appelle Homeward Bound, et qui vise justement à former 80 femmes par an au leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership ? Si j'arrive à vous l'expliquer dans un mini-podcast, sachant que j'ai mis 2 ans à le comprendre, je pense. Encore une fois, c'est pour faire face au manque de femmes dans les milieux scientifiques, mais aussi, surtout, pour les femmes déjà dans ces milieux-là, d'accéder à des postes à responsabilité ou d'avoir de l'impact. En fait, être un peu plus... aller de l'avant, être un peu plus visible et avoir plus de leadership féminin aussi dans les prises de décision. Et on a eu pour ça 2 ans de formation avec un réseau de 80 femmes qui viennent de plein de pays sur la planète à apprendre justement ce que j'ai expliqué au début, essayer de comprendre les inégalités hommes-femmes, qu'est-ce qu'on peut faire et être on a un coach personnel qui, alors tout ça à mon début c'est très américain quand même, ça fait pas du tout leadership, coaching, oh là là c'est tellement pas moi, remettez-moi dehors avec des jumelles. Mais en fait, c'est chouette parce qu'on apprend mieux à identifier nos valeurs, ce qui compte pour nous, nos forces. Et on n'est pas sur... alors, pour avoir de l'impact, il faut faire ça, faire ça, faire ça. On est sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes compétences, comment j'ai envie de le faire. Et du coup, moi, ce que j'explique sur ce qu'a fait cette formation sur moi, c'est vraiment passer de mots où j'aimerais faire ça, à des actes. Et donc, on dit, allez, j'y vais.
En fait, maintenant, j'arrête de dire non à des choses, je vais de l'avant, j'essaie d'emmener des gens avec moi et je le fais à ma manière aussi. J'ai pas besoin d'être sérieuse tout le temps, j'ai pas besoin de respecter des codes qui sont d'ailleurs très souvent établis, enfin, des codes masculins à la base. Typiquement dans les milieux même politiques, en fait, ça a été une femme politique, c'est assez récent. Donc voilà, et après ça se termine par un mois où les 80 femmes scientifiques ont fait une expédition ensemble en Antarctique. Et là, c'est quand même quelque chose parce que c'est pas de réseau pendant un mois. Un petit mois, c'est génial. Il n'y a pas de mail, aucun bip, aucun SMS, c'est le bonheur. Sur un bateau, donc ça veut aussi dire qu'on ne peut pas sortir d'un endroit. Alors on est allé en Antarctique, on est descendu, mais en soi on peut pas, quand on est dans une salle de réunion quelque part, dire moi non, je sors, je vais faire un tour, je reviendrai ce soir. Donc côté bien être ensemble et se prendre la claque de à la fois puissance et fragilité de l'Antarctique. Ça donne quand même vraiment envie au retour de se bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, ça a créé des liens incroyables. Enfin, donc ça fait quand même... Moi, j'ai été sélectionnée à ce programme-là en 2019. On devait partir en 2020. Oh, qu'est-ce qui Il y a s'est eu un petit passé? décalage, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Et il y a eu un truc planétaire, je crois, qui a fait qu'aucune d'entre nous ne pouvait partir. Donc ça a été un tout petit peu décalé en 2023. Oui, 3 ans. Ouais. Mais au final, on se rend compte que même en France, la crise du Covid, ça a duré un peu longtemps, les déplacements. Et là, il fallait que tous les pays soient raccord. et que l'Antarctique soit à nouveau accessible aussi. Donc voilà, on y allait en 2023. Et là, c'est quelque chose de dire, il y a des femmes avec qui je parle en visio depuis 4 ans. Donc il y a des liens qui commencent à se faire, on avait des petites choses. Mais en fait, là, en un mois en Antarctique, c'est... En Antarctique, en vase clos. Voilà. Et puis, moi, j'ai quand même passé... ma première semaine un peu en observation et à me dire aussi, mais gros surgissement du syndrome d'imposteur, c'est magnifique. On s'est dit, waouh, elles font tout ça. Moi, j'étudie les oiseaux et puis à côté moi je travaille au ministère de l'écologie en Colombie. Moi j'ai gagné un truc, je peux être astronaute. Ah oui, ok. Bon. Moi j'ai sauvé des enfants. Et au final, non mais c'est ça aussi qui fait du bien. Qui peut paraître un peu prétentieux, mais au final, quand on commence à discuter avec toutes ces femmes et qu'on parle de solutions, de crises, et puis on voit ces femmes qu'on admire, qui nous écoutent, qui réagissent à ce qu'on dit, tout bêtement, par exemple, on a fait un panel, un moment pour parler de vraiment expliquer les enjeux crise biodiversité et climat, parce qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup de climat, mais un peu moins de biodiversité, et que là, dans les 80, elles viennent me voir en disant « Tu fais partie des 4 personnes là pour le panel ?» Moi. Donc, en fait, c'est chouette et ça donne pas mal de billes. Là, je le dis pour moi, mais en fait, c'est ça en général. On se rend pas compte parfois de ce qu'on a appris ou l'expertise qu'on a qui est toujours bonne à partager. Oui. Et à partir du moment où on est dans un contexte qui permet de discuter et qui permet au pire de se tromper, ou en tout cas de s'autoriser à se tromper ou à pas être clair, etc., ça fait des échanges super riches. Et je me suis sentie grandir aussi dans ce voyage-là et en me disant à la fin, mais en fait, on peut faire tout ça. Ou j'ai la chance d'avoir aussi ce réseau-là, ce qui fait que si je veux... Par exemple, moi, je suis un petit peu frustrée des fois sur le côté scientifique, de dire, bon, voilà, je suis scientifique, mais en fait, être scientifique, ça ne suffit pas du tout pour affronter la crise environnementale. Il faut... je peux continuer à écrire des articles scientifiques en soi. Bon, l'article en lui-même n'a pas d'impact. Et là, d'être avec des femmes qui travaillent dans les gouvernements et qui sont vraiment le lien entre la science et les gouvernements, travailler avec elles sur comment on fait en tant que scientifique pour que les messages passent, qu'est-ce qui est écouté, qu'est-ce qui marche pas du tout, plein d'apprentissage aussi sur les actions menées. Donc une belle expérience. J'ai vu quelques photos sur Facebook, ça a l'air quand même incroyable. Ça a l'air... une autre planète. Indescriptible, ouais. C'est ça. Alors déjà, c'est rigolo, j'ai fait une conférence hier que j'avais appelée justement « À la découverte du continent bleu ». Parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est que je m'attendais à avoir du blanc. Voilà, du blanc avec des manches au-dessus. En fait, je suis arrivée, il y a des montagnes énormes. Donc, c'était la péninsule antarctique. Donc c'est vraiment au sud de l'Amérique du Sud. On traverse le passage du Drake. Et après, on arrive à la péninsule antarctique. Et en fait, c'est des montagnes et c'est plein de bleu. En fait, la neige compressée, elle devient bleue. Et puis, très compressée, elle devient transparente.
Et ça fait des lueurs de bleu entre le ciel, l'eau, les différentes glaces. Et en fait, c'est plutôt le bleu qui m'a marqué. Je trouvais ça rigolo. Ça correspondait pas à l'image toute blanche que j'avais. Qu'on peut voir dans des films, par exemple. Oui, après, c'est pas du coup une autre partie de l'Antarctique, ça va être plus le bloc blanc, certainement, mais là, de ce qu'on a vu, moi, ça m'a marqué. Là, pour le coup, on parlait d'observation, on peut s'asseoir et regarder, c'est tout. Hein. Ouais. Puis quand on aime les oiseaux comme moi, en plus, déjà voir des manchots, parce que oui, les manchots sont des oiseaux. Gros débat là-dessus. Non, pas de débat, non. Pas de débat, voilà, plus de débat. Par contre, les manchots ne sont pas des pingouins. Aussi. D'accord. Déjà, au moins 2 choses, au minimum 2 choses. Ouais. C'est un podcast tout à fait éducatif. Et donc oui, les manchots en fait. Les manchots, les baleines, les phoques, les orques. Les orques au petit déjeuner. C'est comme ça qu'on se retrouve dehors en chaussons. Par moins 25 degrés. Ouais, c'est pas trop une bonne idée, ça, quand même. Non. Mais tu dis le froid, je pense. T'es tellement peut-être pris par la beauté de ce que tu vois que le froid... En fait, on oublie au tout début, puis après, on s'en souvient. Ouais. Mais on reste quand même, parce que les orques, ils se rapprochent, on se dit, j'ai froid, mais... C'est beau. Mais c'est beau. J'aurai le temps d'avoir chaud plus tard à la maison. Et d'ailleurs, il y a des photos, il y a une expo photo, il me semble. Alors, pour l'instant, il y a une expo photo, des photos d'Anne Charmentier, qui est partie dans une autre cohorte, qui est une chercheuse de Montpellier également. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai connu le programme, et vu que quand je serai grande, je veux être Anne Charmentier, j'ai fait tout comme elle. Mais du coup, elle a une expo qui peut être, qui a été affichée dans plusieurs endroits, qui peut toujours, s'il y a des personnes en tout cas qui souhaitent l'exposer quelque part, ça a été fait dans des bibliothèques par exemple, faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on peut la mettre disponible. Au contraire, le but c'est qu'elle soit regardée. Et l'année dernière, par exemple, au village d'Argeliès, on avait fait cette expo-là des photos d'Anne, oui, d'accord, c'est avec ça, des photos de portraits de femmes. C'est l'association Femmes et Sciences qui a fait ça. Il y a des portraits de femmes scientifiques avec une petite biographie. Et c'est super parce que ça montre la diversité des femmes, à la fois dans ce qu'elles ont fait, des profils. Et on y allait avec la classe justement des élèves l'année dernière. Et c'était super d'écouter ce qu'ils se disaient entre eux. T'as vu, il y en a une, elle est jolie. Ah oui, donc en fait, vous voyez vraiment tous Einstein quand un vieux gars, les cheveux hirsutes, tire la langue. Il y a d'autres modèles de scientifiques, on n'est pas obligé. Donc en fait, ça fait sourire, mais on se dit l'impact derrière, il peut être grand. De se dire, j'ai pas besoin d'avoir des lunettes pour être scientifique, juste un très mauvais exemple. Mais en vrai, sur la tête, ça passe là. Ouais, ça passe là. C'est pas pareil. Du coup, tu les enlèves. Non, je les remets. Oui, du coup, je trouve que c'est assez puissant comme message, simplement. En fait, ils regardent, ils vont pas. Il y a beaucoup de portraits, donc même s'ils lisent pas tous, ils passent, ils voient des femmes qui viennent de différents pays, qui ont un peu tous les âges sur les photos, entourées des photos magnifiques d'Anne en Antarctique, avec tout le monde qui s'arrête forcément très longtemps sur la photo de manchot qui fait caca. Ah, classe. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. C'était essentiel. Ça projette son caca. C'est quand même rigolo. On apprend encore un truc. Ah bah bien sûr. Merci pour tout ça. Voilà, je pense que c'était un peu le highlight du podcast là. Hop là, c'est parfait. Les conférences Gaïa, tu continues, il y a une actualité? Alors, là on a un petit peu arrêté. Il faudrait qu'on reprenne. Le concept des conférences Gaïa, c'était justement un peu ça, quand je disais passer des mots aux actes. C'est de me dire aussi, ok, il n'y a pas une super visibilité des femmes scientifiques, donc ce qu'on va proposer, moi j'avais plein de plans en 2020, à la base, en présentiel à Montpellier, c'était d'inviter des femmes scientifiques à parler de leurs recherches au grand public, et finalement on a transformé ça en webinaire, ce qui a été très bien, parce qu'on a eu des gens, finalement, de plus loin que seulement Montpellier, et donc c'était inviter des femmes et de dire, présentez-nous la science que vous faites, pareil, sans vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas assez de femmes, blablabla, il n'y a pas besoin de ça, mais juste donner la parole et faire en sorte qu'on parle de science, c'est déjà chouette, et qu'on écoute, qu'on entende, je vais revenir sur les 5 sens, mais on peut voir, mais on va aussi entendre des voix féminines qui vont parler de science. Donc ça a été arrêté depuis un petit moment,
au moins un an qu'on n'a pas fait d'épisode. Il faudrait qu'on reprenne. Il y a du replay possible Oui, Ouais. et en fait tout est sur YouTube. Toutes les D'accord. conférences des personnes qui ont accepté sont sur YouTube. Et dans le cadre de ces conférences Gaïa, on a notamment fait un épisode dont je suis super fière, que j'adore, parce que c'est avec l'association No Smoking Production qui est venue. Et en fait, on a filmé 3 femmes scientifiques, qui sont maintenant toutes les 3 à Montpellier d'ailleurs, pour parler de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est leur métier, qu'est-ce qu'elles adorent, quand ça a été difficile, qu'est-ce qu'elles aimaient bien à l'école quand elles étaient jeunes. Et donc, on a fait cette vidéo qui est aussi disponible sur YouTube. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a été sélectionnée par le CNRS pour l'année de la biologie pour être passée dans des écoles de lycée. C'est notre public à peu près lycéen pour voir après. Et du coup, elle a été passée dans pas mal de classes aussi, voilà, pour juste chouette. témoigner ce que c'est. Ouais. Donc ça, c'était un super beau projet et j'espère que ça a inspiré des filles comme des garçons. En fait, le but, c'est qu'on voit et qu'on arrête un peu d'avoir des préjugés. La science est accessible accessible à à une tous. normalité en fait. Exactement. Et ben bravo. Bravo Ouais. pour tout ce que tu fais. Non, mais vraiment, c'est. Non, c'est super. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Voilà, Charlotte, le mot. Ah, de merci. nous avoir reçus et de nous avoir parlé de tout ça. C'était très intéressant. Et je suis très touchée d'avoir été invitée. Merci beaucoup. De rien. Et puis on suivra, voilà, on récupérera tous les liens. On suivra les conférences Gaïa et tout ce dont on a parlé. Merci. Merci. Bonjour, nous voici pour un nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Sébastien. Bonjour Eve. Nous recevons aujourd'hui Élodie Briouat. Et avec toi, Elodie, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. On va parler théâtre, comédie musicale, improvisation théâtrale, atelier, enfin je ne sais quoi d'autre, mais voilà, beaucoup de choses. Donc je t'en prie, tu es la bienvenue sur ces ondes. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous voulez que je commence Par le début Ce que tu veux. tu veux. Par le début. Tout a commencé. Alors, on va parler d'abord on va parler de passion, surtout pendant tout ce temps, parce que c'est vraiment, je pense, ce qui anime le plus ma vie, qui est à la base le théâtre. J'ai eu la chance de découvrir le théâtre à 14 ans, au collège. J'étais quelqu'un d'extrêmement introverti, mal dans ma peau. Et il y avait en bas de chez moi un petit théâtre. Et c'est mes parents qui m'ont inscrit parce que à la base, j'écrivais des spectacles pour mes sœurs. Ouais. T'étais autrice J'ai déjà. écrit ma première pièce qui s'appelait La mort du tigre à 7 ans. J'avais mis en scène mes 2 frangines qui étaient plus petites que moi. Et en fait, c'était une enquête policière. Ah. On avait une peluche tigre qui avait été méchamment assassinée et il fallait savoir qui était le coupable. Donc voilà, je faisais plein de spectacles avec mes frangines et mes parents se sont dit tiens, on l'inscrit au théâtre, chose que j'aurais jamais osé faire par moi-même parce que dans le cadre familial ça allait bien, mais parler à d'autres personnes c'était impossible. Et ça a été un changement, un bouleversement dans ma vie. C'est un truc, voilà, ça a changé ma vie définitivement à partir de ce jour-là. Ça m'a permis de jouer des pièces. J'ai commencé dans une compagnie à Paris qui s'appelait la compagnie Crève, qui était à l'époque dirigée par Bernadette Sanso et qui était une metteur en scène extrêmement exigeante. Elle était très dur, mais par contre la qualité de ces spectacles était exceptionnelle, puis c'était varié, on travaillait, on a joué par exemple Bérénice de Racine en travaillant avec un photographe, avec des musiciens, avec un philosophe, donc Oui. quand on a 18 ans, c'est énorme. voilà, c'est des opportunités, c'est
c'est vivre le théâtre, mais sous diverses ouvertures. Et voilà, donc grande Révélation. La révélation, passion, quoi. voilà. À partir de là, donc des années où au sein de cette compagnie, j'ai eu la chance de faire des spectacles, de participer à des projets d'écriture. On a joué dans des grands théâtres aussi, donc c'était chouette. J'ai pu jouer au Théâtre 13 à Paris, dans des petits théâtres à Clermont-Ferrand, vraiment des endroits improbables, mais c'était ma vie, c'est ma vie de rêve, quoi. C'est super agréable. Ah bah comme adolescent, c'est... Mais voilà, le seul truc, c'est que à cette époque-là, je refusais catégoriquement d'être intermittente du spectacle et d'en faire mon métier, parce que c'était vraiment une passion. Et j'avais envie de vouloir que ça reste une passion. C'était mon but de continuer à vivre le théâtre, et puis à avoir aussi des rôles que je choisissais, des rôles qui me plaisaient, des rôles super intéressants. Et à me dire, si ça devient alimentaire, est-ce que j'aurai autant de choix? Est-ce que je pourrais... est-ce qu'on peut être de premier rôle comme ça voilà, j'avais douté un peu de mon talent. Non, puis le statut peut apporter une certaine anxiété, Donc, insécurité. Donc ça, en fait, c'était un excellent compromis pour moi. Et parallèlement, donc, j'ai développé une carrière dans le domaine de l'enfance. Je travaillais pour un service éducation dans une mairie, donc ce qui me laissait déjà du temps. J'avais du temps libre, et j'étais auprès d'enfants. Donc quand on organise des grands événements, des grands jeux, des chasses au trésor de pirates, etc. Ça restait quelque part du théâtre, quoi. Moi, je trouvais ça fabuleux. J'étais payée pour faire des trucs que j'adorais. J'ai organisé des colos où pendant une semaine, on était des Indiens. On mangeait indien, on dormait indien. C'était des tout petits bouts de 3 ans. Et c'était un super équilibre entre ce que je vivais en dehors du milieu professionnel et ce domaine professionnel qui prenait de plus en plus l'allure de ce que je vivais à l'extérieur, quoi. C'était chouette. Et ça aurait pu continuer comme ça, tranquillou. Et un jour, je me suis dit, mais il y a quand même une passerelle entre ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais dans mon métier. Il y a vraiment moyen de lier. Et à l'époque, j'habitais encore en région parisienne, et du coup, c'est là qu'est intervenue la découverte du clown. Le clown à l'hôpital, en fait, ça a été pareil, une révélation, en se disant, mais je fais du théâtre, je travaille avec des enfants, si je mixe les deux, qu'est-ce que je peux faire? Du théâtre avec les enfants. Et je me suis formée auprès d'une association de région parisienne pour devenir clown dans les hôpitaux. Donc là, ça a été encore plus kiffant. Parce que c'est une autre démarche. En fait, le clown, on travaille la même chose qu'au théâtre. Donc on va travailler, on va se baser énormément sur nos émotions. C'est de l'improvisation. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'est de l'improvisation. Tu rentres dans une chambre et tu vas inventer une histoire, emporter les gens dans un autre endroit, être des explorateurs pendant 15 minutes. Et ça a été aussi un énorme kiff, en fait. Vraiment ce qui me manquait. Et puis ça voilà, tout était lié, tout était à sa place. Donc peu de temps après avoir découvert le clown,
À cette époque-là, je vais avoir 30 ans. Et j'ai un souhait secret et que je ne formule à personne. J'ai une admiration sans fin pour le théâtre d'improvisation. Je regarde les matchs France-Québec. Et un peu comme le vilain petit canard qui regarde les signes. Vraiment, waouh, ils sont trop forts, ils sont trop bien. C'est pas possible, j'adore. Et j'ai eu la chance, en fait, pareil, de la même façon, j'aurais pas fait la démarche par moi-même. Et c'est mon compagnon qui m'offre un stage d'impro au Déclic Théâtre à Trappes. Et là, en fait, waouh, qu'est-ce que c'est génial, je veux continuer à me former, je veux continuer à découvrir. C'est un truc de malade. Je passe un stage d'un week-end et je suis complètement frustrée à la sortie de ce stage parce que c'est ce que je veux faire absolument. C'est pas possible autrement. Et j'ai la chance d'intégrer la Ligue d'improvisation de Paris. Donc en décalage complet, parce que j'intègre en cours d'année. Je tourne avec des improvisateurs qui ont plus de 5 ans de cours derrière eux, qui sont des improvisateurs extraordinaires que j'apprécie toujours aujourd'hui. Et là, gros coup de cœur, voilà, j'ai découvert l'impro, donc l'improvisation théâtrale, mais à la façon en ligue, en fait. Alors pour faire un petit distinguo peut-être pour les gens, les ligues d'improvisation, c'est vraiment le format d'improvisation importé du Québec avec tout un décorum, un arbitre, une patinoire, des maillots, du match. Les gens votent aussi. Et c'est un format qui m'a fait énormément de bien parce que on n'a pas le choix. J'ai d'y aller. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est en troupe, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on ferait ? Ouais, c'est chouette. On peut faire ci, on peut faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. En match, il n'y a pas ce choix. Il n'y a pas de choix de catégorie. faut juste y aller. Et même si on ne sait pas, il faut y aller. Et ça a été une période qui a été vraiment extrêmement formatrice, en fait. Je me rends compte que maintenant, aujourd'hui, j'enseigne à l'improvisation. Et en fait, il y a énormément de notions, il y a une vision. Je me suis construite une vision de l'improvisation à partir d'une bonne partie de ce que j'ai vécu, l'improvisation en match. Et aujourd'hui, grâce à des amis qui sur Montpellier, la différence, c'est surtout que j'ai trouvé une troupe. Et une troupe, c'est un cœur. C'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose que tu partages. Donc, il y a moins la notion d'obligation. Mais par contre, il y a le plaisir de construire ensemble, d'inventer des formats, de se donner des défis, des challenges. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans ma troupe de Montpellier. Et tu avais arrêté complètement le théâtre de texte après avoir découvert l'improvisation ou tu as continué Alors en fait j'ai eu une période de, on va dire, de latence parce qu'en déménagement entre Paris et Montpellier, il a fallu que je retrouve mes repères. Et puis bon, faut la parentalité aussi. Ça prend du temps. Alors c'est quand même quelque chose qui te laisse moins de place.
Mais j'ai retrouvé une troupe de théâtre, donc j'ai repris le théâtre sur Montpellier. J'ai joué au Festival d'Avignon, 12 hommes en colère. C'était une super chouette expérience, mais c'était l'impro qui me manquait. Vraiment, à ce moment-là, c'était l'impro qui me manquait. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, en fait, j'aimerais bien trouver un équilibre parce que depuis, se sont rajoutées plein de choses. De l'impro, j'ai pu me mettre à la mise en scène via une compagnie qui s'appelle le CEMUS, qui est le centre musical. Excusez-moi. Le CEMUS de Juvignac, en fait, qui est une compagnie qui monte des comédies musicales. D'accord. Et là, pareil, parfois la vie est merveilleuse, les pièces du puzzle s'assemblent à la perfection. Comédie musicale qui est une catégorie que j'adore en termes de films, Les Demoiselles de Rochefort. Voilà. Et ça a baigné vraiment mon enfance, mais c'est pas quelque chose que j'aurais abordé de façon scénique et artistique à la base. Et j'ai eu la chance pendant 2 ans de mettre en scène les comédies musicales du CEMUS, donc West Side Story et Corsair. Et pareil, alors là on tombe on a des contraintes artistiques, il faut 14 personnes sur un plateau. Pour West Side Story, c'était assez extraordinaire parce que tout le monde a le film en tête. C'est des longs travelling de 7 minutes, donc scéniquement c'était des gros défis pour garder toute l'intensité des scènes sur un espace qui est quand même assez réduit. Donc des défis visuels, de création de plateaux, d'éclairage. Et voilà, pareil, encore un gros kiff. Donc, tout ce que j'aime dans la vie, en fait, s'assemble petit à petit. Ça donne une espèce de pièce improbable, mais extrêmement riche, en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est quand tout ce que je peux faire est extrêmement varié. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la retransmission. Voilà, il y a quelque chose. Voilà, je vous ai livré mon parcours personnel, qui est un parcours de joie, de bonheur, de gros kiff intense. Et ce qui est chouette, c'est que aujourd'hui, j'ai les moyens de faire kiffer les gens de la même manière, en fait, que ce soit en clown, en théâtre. Je donne des cours ou en improvisation, je donne des cours à des collégiens, que ce soit de théâtre, on monte une pièce, ou d'improvisation, accompagner les adultes sur les scènes de comédie musicale, former à l'improvisation. En fait, c'est merveilleux de pouvoir planter toutes ces petites graines et se dire, ben voilà, tout le plaisir que j'ai, tout le bonheur que je trouve dans ces différentes disciplines, c'est le mettre à la portée des autres, en fait. C'est beau. C'est beau, c'est ça. Oh ben, je me plains pas, je me plains pas. Et pour 2024, c'est quoi tes projets, tes envies même? Alors, 2024, on y est. Tout à fait, pour le reste de 2024. Là, j'avais eu donc ces 2 dernières années avec les défis de mise en scène de comédie musicale, ça a été vraiment un gros kiff. Là, je pense que l'étape ultime, celle qui me manque, c'est de réussir à écrire et me mettre en scène seule.
Voilà, passer un petit cap, mais j'adore m'occuper des autres, j'adore travailler avec les autres, mais comme tu disais tout à l'heure, Ève, ça fait un moment que j'ai pas joué en théâtre scénique. J'aimerais avoir un vrai défi de jeu et donc d'écriture avant ça, pour pouvoir prendre un autre risque. Parce que là, ça serait tout de A à Z en fait. Écriture, mise en scène et interprétation. Voilà, mise en scène, il faut absolument quand même une aide extérieure, parce que même un regard, malgré l'expérience, tu maîtrises pas tout, donc forcément, et puis c'est tant mieux, parce que ça veut dire aussi qu'à chaque étape, tu rencontres de nouvelles personnes, c'est de nouvelles opportunités. Donc voilà, être mise en scène, mais voilà, avoir un défi de jeu personnel et de me dire ah ouais, ça c'est la pièce de ma vie, quoi, tu vois. T'as de la chance, si t'as la capacité d'écrire, de dire mais c'est quoi le rôle dont je rêve, qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que j'aimerais apporter aux gens aussi, parce que bon, faut que ce soit quand même un minimum intéressant. Mais monter cette petite marche là, ce serait vraiment chouette. Et ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Et on va te dire merci, parce qu'on est vraiment à la fin de cet entretien. Waouh. Merci beaucoup. Merci à vous deux.